Je suis partie sur 3 types de métiers. Heu, tout ce qui est partie digital, RSE et IA. Parce que je me suis dit que c'était déjà pas mal, parce que sinon il me fallait 4 heures ou une journée pour vraiment faire le tour de tous les métiers. 11h04, allez go, j'ai envie de dire qu'on va démarrer. Je regarde, on est en petit comité, mais c'est pas grave. Comme toujours, le webinar est accessible par la suite en replay. J'ai 2 replays de retard sur les précédents webinars, que je dois absolument, tourner. Donc il faut que je me lance. On a également Delphine et Sylvie qui viennent d'arriver. Bienvenue! Vous êtes là pile à temps. Alors, let's go pour ce, webinar, autour des nouveaux métiers en vogue. Comme je vous ai dit, j'avais envie d'aborder aujourd'hui, ce sujet sous différents prismes. Je vais vous présenter déjà le programme, comme ça vous savez un petit peu de quoi on va parler. Donc déjà, je vous explique pourquoi on fait ce webinaire, pourquoi c'est important par rapport au marché du travail, pourquoi j'ai choisi un panorama autour de 3 types de métiers, donc le digital, le RSE et l'IA, et je devrais dire plutôt autour de secteurs d'activité plutôt que de métiers. Et on va faire le lien avec un petit peu, qu'est-ce qu'ils font dans ces métiers? Pourquoi c'est innovant? Pourquoi on en a besoin de plus en plus aujourd'hui? Quelles sont les qualités, tant, et enfin, les compétences côté hard qui est recherché et les soft skills aussi qui sont recherchés? Et potentiellement, comment vous pouvez réussir à vous adapter à tous ces nouveaux métiers qui arrivent? Parce que là, on va en voir quelques-uns, mais il y en a forcément plein d'autres qui vont arriver et c'est, comment on reste un peu à la page et au courant de tout ce qui se passe. Alors, qui je suis pour vous parler de ça, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore? Donc moi, je suis Amine Favre-Guittet, je suis la fondatrice de Talent Management Group. Ça regroupe plusieurs activités qui vont du conseil RH à la formation, en passant par le coaching et l'aide aux jeunes pour trouver stage et alternance, sans oublier forcément la sensibilisation des entreprises à tout ce qui tourne autour du management intergénérationnel et au coaching pour les plus de 45 ans qui sont en transition professionnelle. Et j'ai récemment publié un livre aux éditions Vuibert, là, le 2 septembre, sur les 30 pratiques RH pour valoriser les seniors dans l'entreprise. Donc n'hésitez pas à l'offrir à tous vos amis ou à tous vos potes RH, qui en auraient besoin, au sein de l'entreprise. Alors pourquoi ce sujet est important? Parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, on est forcément, et on le voit depuis plusieurs années, on est dans un monde du travail qui évolue très vite, et que c'est essentiel pour nous tous, qu'on soit, étudiants, jeunes diplômés, salariés depuis très longtemps ou entrepreneurs, de comprendre justement tous ces changements pour pouvoir mieux se positionner aussi sur le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, il est valable pour tout le monde. Donc l'objectif un petit peu aujourd'hui, il va être double. Il va être à la fois de vous faire découvrir, tous ces nouveaux métiers, et en même temps de vous aider à comprendre quelles sont les compétences qui vont être utiles pour justement être bon dans tous ces nouveaux métiers, dans tous ces domaines un petit peu innovants qui arrivent et qui vont remplacer forcément, les emplois un peu plus traditionnels. Et c'est aussi pour ça que, le sujet, moi en tout cas m'a passionnée et a plu à l'IPAC Étudie. Hem, la transformation qui est à la fois économique et sociale que l'on vit aujourd'hui, a forcément un impact sur toutes nos vies. Et donc l'idée, c'est de se dire: «OK, en termes de numérique, de, durabilité, d'automatisation, ça bouleverse un petit peu tous les emplois traditionnels qu'on a vus, mais ça crée des nouvelles opportunités». Et il y a ce petit côté très, optimiste que j'ai toujours, qui est de se dire: «OK, même si on a des emplois qui disparaissent, derrière, c'est la porte ouverte à plein d'autres opportunités». Et c'est ça, en fait, qu'on va voir, c'est comment on peut aussi anticiper les tendances et comment on peut arriver à s'orienter dans sa carrière et saisir toutes ces opportunités qui s'offrent à nous parce que, peu importe le diplôme que l'on a passé, précédemment, aujourd'hui, on a peut-être l'opportunité de faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et quelque chose de tout aussi stimulant. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de toujours rester, à l'écoute du marché et toujours rester en veille, et j'aborderai du coup, cette partie-là, dans le webinaire. Hem
Donc première partie, la révolution des métiers, pourquoi ces nouveaux secteurs sont en plein essor, en plein boom comme sur le GIF. On va commencer par la partie sur le digital. On a plein de stats qui sont effectivement intéressantes. Aujourd'hui, bon, c'est plus une surprise, la transformation numérique, c'est ça fait partie du moteur, de l'huile en tout cas qu'on met dans le moteur pour faire tourner une entreprise. Ça touche tous les secteurs, ça touche, la santé, ça touche l'industrie, ça touche, le commerce, l'éducation, les services financiers. Aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés. On a des technologies, peut-être qu'il y a des mots qui vont vous parler quand on parle de cloud computing, de blockchain, de big data, d'intelligence artificielle. Tout ça, ça va redéfinir aussi la manière dont les entreprises vont fonctionner, prennent des décisions et comment elles vont interagir mieux avec aussi leurs clients, leurs fournisseurs, leurs prestataires. Et tout ça, c'est effectivement des éléments importants. Donc là, on avait des stats, par exemple, de McKinsey, qui expliquaient que 70% des entreprises mondiales accélèrent leur adoption de technologies numériques. Et en France, on a 1,5 million de personnes qui travaillent déjà dans le numérique. Donc, c'est une croissance de 7% par an, ce qui est déjà énorme. Donc, il y a encore de la place, même alors, c'est pas forcément un nouveau métier en soi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut offrir encore de plus en plus d'opportunités pour chacun d'entre nous qui peut-être avons les compétences et des connaissances dans ce domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, je vois le chat juste à côté de moi, donc n'hésitez surtout pas. Pourquoi c'est important aussi les facteurs clés autour de cette transformation? Parce que le développement, je parlais tout à l'heure du cloud computing, ça a rendu forcément toutes ces technologies accessibles à des entreprises de toute taille, que ce soit une start-up, une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe. Et c'est vrai qu'avant, c'était des outils qui étaient plutôt réservés aux grands groupes. Quand on parlait d'analyse de données, d'infrastructures de stockage massif, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des solutions SaaS, les Software as a Service. J'ai un anglais tout pourri, il faut que je m'entraîne un petit peu mieux. Vous avez Amazon Web Services, vous avez Microsoft Azure, et donc aujourd'hui, tout le monde a accès à ces technologies. Et donc ça, c'est une chance qu'il faut arriver à saisir, que l'on soit dans une petite, une moyenne ou une grande entreprise. On a forcément le côté autour de l'automatisation des tâches parce que avant, on faisait tout de manière très manuelle, sauf qu'aujourd'hui, grâce à la digitalisation, grâce à l'IA, grâce à énormément de choses, on peut automatiser. Et donc, on peut améliorer notre efficacité au travail, on peut améliorer notre productivité. Donc, vous avez plein d'outils qui existent comme Zapier, HubSpot, qui vont permettre justement à des PME de gérer efficacement leurs relations clients. Je peux parler d'HubSpot facilement, je fais une campagne pour en ce moment. Typiquement, HubSpot, ils ont intégré de l'IA qui va aider à la fois le marketeur, le RH, le communicant à justement mieux écrire, mieux communiquer, à se rappeler de ce qu'il doit faire. Donc, en termes d'automatisation, c'est assez bluffant aujourd'hui tout ce qu'il existe et tout ce que l'on peut faire. Vous avez aussi, forcément, ça entraîne plein de nouveaux modèles commerciaux. On voit beaucoup là-dessus, c'est une émergence sur toute la partie les plateformes. Je pense à Airbnb, Uber, toutes ces plateformes ou avec des abonnements comme Netflix, Spotify. Ça, c'est des entreprises qui disruptent un petit peu les industries traditionnelles parce qu'elles placent clairement le digital au cœur de leur modèle. D'ailleurs, on parle toujours d'ubérisation quand on lance quelque chose de nouveau parce que Uber a été le premier à le faire. Et finalement, on se dit juste, il met juste en relation des chauffeurs avec des personnes. Finalement, dans l'absolu, c'est juste pas si incroyable que ça. Mais derrière, il y a une telle techno qui est centrée sur la relation client et sur le bénéfice pour le client qui est, oui, mais il veut quelque chose tout de suite. On a Deliveroo, c'est la même chose. Une plateforme parce qu'on veut on veut recevoir de la nourriture là tout de suite, même si on va payer le prix fort. Donc tout ça, c'est des éléments qui poussent vraiment à nous montrer que toute cette transformation que l'on vit aujourd'hui, c'est une chance et une opportunité pour tout le monde en fait. Et puis, on a plein de métiers qui arrivent et on va les développer un petit peu plus ensemble. On a notamment, je pense, au métier de gros hacker.
dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps. Donc le gros hacker, c'est la personne qui va, mettre en place des stratégies de croissance, si possible rapide, pour une entreprise, et il va utiliser, plein de technologies basées, sur à la fois de l'analyse de données, de l'A/B testing, de l'automatisation forcément, alors on va appeler ça du scrapping, mais ça reste de l'automatisation. Et son objectif, en fait, au gros hacker, c'est d'acquérir et de fidéliser des clients avec un coût moindre, parce que plus il va itérer et essayer, et plus il va trouver le filon pour faire mieux en un minimum de temps. Le gros hacker, c'est un petit peu un mix avec le super commercial et le super marketeur. On va dire, maintenant, il y a même des termes, c'est sur le growth marketer qui intervient, qui est plus que le growth hacker. On est vraiment passé sur du growth marketer. Et on a comme exemple notamment Dropbox, qui a utilisé des techniques de growth hacking et qui justement offrait de l'espace de stockage supplémentaire à des utilisateurs lorsque ils avaient, quand on invitait au tout début des amis à s'inscrire, on gagnait, alors c'est pas grand-chose, de 2 gigas de stockage, mais c'était toujours ça. Et en fait, ça leur a permis justement de développer rapidement un budget publicitaire qui était pourtant limité, mais ils ont pu se développer avec un tout petit budget pub, parce que simplement en faisant de la recommandation. Et ça, c'est devenu assez mythique. On a l'exemple de Airbnb, qui a aussi utilisé des techniques de growth hacking pour justement booster son nombre d'utilisateurs, et qui ont intégré automatiquement leurs annonces sur un site qui s'appelle Craigslist, qui est en fait, c'était un coup de génie qui a boosté leur croissance, et parce que les gens qui allaient sur Craigslist voyaient du coup les annonces Airbnb, se disaient, ah ouais, tiens, ça peut être pas mal pour justement trouver un logement. Et donc en fait, ce métier-là va demander à quelqu'un d'avoir des compétences à la fois en analyse de données, en marketing digital, en automatisation. Et alors, pour les soft skills, on les verra après, mais vous allez voir que c'est effectivement quelque chose qui est très recherché. Donc, si vous êtes quelqu'un de rigoureux, de méthodique, c'est clairement des métiers et de curieux, hein, de toute manière, la curiosité, ça valide dans tout, c'est des métiers qui sont faits pour vous. On a aussi des métiers autour de tout ce qu'on a, les data analystes, euh, qui sont clairement devenus aujourd'hui indispensables pour toute entreprise qui veut justement exploiter les données que l'entreprise va générer. Donc, en fait, ils vont extraire un petit peu les points clés de ces données et aider l'entreprise à prendre de bonnes décisions. En tout cas, qu'on appelle souvent des décisions éclairées. En disant, voilà, je prends l'exemple je pense sur l'exemple d'Amazon, mais Amazon, chez les data analysts, ils sont impliqués justement dans la manière d'optimiser les processus logistiques. C'est-à-dire qu'ils vont analyser les données pour améliorer la gestion des stocks et prévoir justement quels vont être les prochains produits dont les clients vont avoir besoin, parce que on va les mettre déjà en stock dans nos entrepôts. Ça, c'est clairement le job des data analysts chez Amazon. On a la même chose chez Netflix. Les data analysts, ils vont utiliser toutes les données de visionnage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous visionnez un film sur un thème, avec un acteur en particulier, avec je sais pas moi, si c'est un film d'horreur ou policier, ils vont personnaliser, ils vont du coup faire de la recommandation de contenu, et qui va du coup vous inciter à passer beaucoup plus de temps sur la plateforme, puisque la plateforme vous recommande énormément de contenu que vous adorez. Donc là, le data analyst, très clairement, il va se fader de l'analyse statistique, il va manipuler plein de données avec du SQL, du Python, du R, donc plein de mots où personne ne sait ce que ça veut dire sauf eux. Et ils ont forcément une expertise dans tout ce qui est logiciel de visualisation. Donc, on parle souvent de Power BI ou de tableau qui va permettre justement de mieux voir ce qu'on va analyser. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, ces métiers, ils sont en plein essor parce qu'il y a une explosion de la donnée. Aujourd'hui, sur Internet, avec le commerce en ligne, avec on parle aussi de l'Internet des objets, vous savez, le IoT, les entreprises, elles génèrent des quantités en masse de données, et toutes ces données, à un moment donné, il faut pouvoir les exploiter. Il faut pouvoir les exploiter parce que c'est grâce à l'analyse de ces données, on va pouvoir prendre des bonnes décisions, et ce qui va forcément augmenter ce besoin d'experts en données dans l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, c'est la clé, la data, comme on dit souvent, c'est ce qui permet la richesse d'une entreprise. Et puis en même temps,
et je pense notamment au métier de growth marketer ou de growth hacker, bah, ça permet aussi la réduction des coûts, et aussi une meilleure efficacité au quotidien. Pourquoi? Parce que, on va être forcément plus efficace parce qu'on va alors, on va automatiser beaucoup de tâches. Comme on automatise des tâches, on peut se concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. C'est pour ça que je parle d'efficacité. C'est-à-dire que là où l'humain va reprendre sa place, c'est justement parce qu'il va être au cœur des relations humaines et tout ce qui peut être fait par la machine sera fait par la machine. Donc ça va accroître pour une entreprise sa compétitivité sur un marché qui est aujourd'hui totalement mondial. Donc tout ça, c'est une chance aujourd'hui si vous avez cette agilité, en tout cas, vers la donnée, vers l'analyse justement des chiffres, le fait de mettre en place des plans, vous avez de la minutie aussi, parce que quand on est growth marketer, il faut faire attention, il y a beaucoup de, faut refaire plusieurs fois la même chose avec juste un petit élément qui est modifié pour pouvoir vraiment s'assurer que qu'est-ce qui va permettre au client d'avoir une meilleure expérience et de pousser aussi vers les métiers d'achat. Alors c'est vrai que quand on parle d'automatisation, et il y avait un métier auquel j'ai pensé après et pourtant ça me paraissait juste évident, c'était notamment l'expert en no-code. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont formés en no-code, par exemple? Parce que ça, clairement, métier d'avenir aujourd'hui, le côté no-code. L'expert en no-code, c'est en fait une personne qui va utiliser des plateformes donc de no-code et qui va concevoir des applications, des sites web, qui va automatiser des processus, qui va gérer des bases de données. Et pour ça, on a plein d'outils. Vous avez Bubble, vous avez Webflow, vous avez Airtable, vous avez Zapier, vous avez Make, enfin, il y en a plus que ça. Mais, et en fait, l'idée, c'est de créer rapidement des solutions digitales qui, avant, bah, demandaient des mois, voire des années de développement avec un max d'équipes spécialisées. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est que justement, l'expert en no-code, bah, il joue un rôle central pour l'entreprise, qu'elle soit encore une fois petite ou grande. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'experts en no-code qui sont indépendants et qui bossent avec des startups et des PME. Et encore une fois, l'idée, c'est d'accélérer la transfo digitale d'une entreprise, de réduire ses coûts, de réduire ses délais de développement, mais en même temps de pouvoir développer rapidement plein de nouveaux concepts. Quand on vous parle en, en start-up de faire des MVP, donc des Minimum Viable Products, ben c'est justement de créer en fait des outils internes pour améliorer la productivité et pour implémenter ces MVP encore plus rapidement et pour pouvoir faire du chiffre et plaire à tous les investisseurs. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Si aujourd'hui, vous n'avez pas l'occasion de maîtriser le no-code, bah, il existe des petites formations que vous pouvez faire assez facilement. Il y a plein de tutos sur YouTube, mais tout ça, on en reparlera juste après. Alors, pourquoi le no-code est très populaire? Un, parce qu'aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a plus de barrière d'entrée, en fait, dans le développement d'applications. De plus en plus de personnes, juniors comme seniors, comme je disais, des entrepreneurs ou des petites entreprises ou des créateurs indépendants, peuvent aujourd'hui construire des solutions digitales. Et on n'a plus besoin d'embaucher une armée de développeurs. Et forcément, ça permet la démocratisation du développement parce que, comme toutes ces plateformes de no-code explosent, le développement d'applications n'est pas réservé à des experts de la programmation. Et cette accessibilité, ça crée forcément une très forte demande pour des profils qui sont capables de tirer le meilleur parti de ces outils. Si vous savez utiliser, alors déjà, quand je vous ai cité juste Bubble, Webflow, Airtable, Zapier, Make, OpenAI forcément, si déjà vous maîtrisez ces outils, vous êtes déjà pas mal. Alors on peut toujours aller encore plus loin, mais déjà si vous les connaissez, vous les utilisez, vous allez voir que c'est puis une fois qu'on a mis le nez dedans, généralement on n'arrive plus à en sortir. En tout cas, moi c'est mon cas. Il y a aussi le côté gain de temps et efficacité comme on avait abordé. C'est aujourd'hui, on peut créer des choses en un temps record juste incroyable. Ce qui prenait avant des semaines ou des mois, aujourd'hui on peut le faire en quelques jours. Ce qui est intéressant, le no-code, si on est grosse marketeur, c'est que justement ça va permettre d'itérer rapidement, de tester plein d'idées et de pivoter en fonction des retours. Si on voit les utilisateurs n'aiment pas, on va modifier le parcours utilisateur pour que ce soit plus facile pour lui. Et donc, il n'y a plus besoin d'investissement lourd d'un point de vue technique pour faire chacune de ces modifications. Le no-code permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, ça permet aussi de s'adapter aux besoins du marché parce que ça va demander beaucoup plus d'agilité, tant de la part des entreprises que de la part des équipes. Et toutes ces solutions permettent justement de s'adapter rapidement
rapidement à toutes les demandes du marché. Encore une fois, sans les lourdeurs techniques qu'on a connues pendant un temps. Et si on utilise des outils comme Zapier ou même, Integromat, ça peut vraiment, faciliter le côté, l'automatisation de plein de tâches répétitives. On parle de gestion des clients, de campagne marketing, de collecte de données, de je sais même plus à force, mais il peut y avoir tellement d'éléments et ça va vraiment permettre de se concentrer encore une fois sur ce qui a de la valeur et pour moi la valeur, c'est l'échange avec de l'humain en direct. C'est là où on a notre plus forte, valeur. Et forcément, ce temps qu'on gagne, bah, ça permet d'embaucher la bonne personne au bon salaire et plus besoin d'avoir une armée mexicaine qui va nous coûter un bras. Il suffit juste d'avoir la bonne personne, 1 ou 2 personnes dans une équipe qui sont des experts no code et qui vont être capables, de proposer des solutions et de développer des produits, fonctionnels très rapidement, ou d'automatiser des process très rapidement pour que l'ensemble des équipes gagne en efficacité tout simplement. Donc c'est vrai que, si vous êtes entrepreneur avec Bubble ou Adalo, vous pouvez créer une application mobile très vite. Si, vous utilisez, Airtable ou Zapier, vous allez pouvoir automatiser des process internes. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont juste, incroyables, et ça va avoir un impact, un expert de no-code qui va en plus avoir des notions en design et en UX, et ben, ça va lui permettre de vraiment créer des interfaces qui vont être encore plus agréables et encore plus fonctionnelles. Donc quand vous avez un métier et que vous vous intéressez à d'autres choses qui sont périphériques, c'est ce que j'appelle moi la curiosité intellectuelle et ce qui va faire qu'en fait, vous allez pouvoir voir votre métier, votre secteur différemment, et que vous allez pouvoir apporter encore plus de plus-value et cette plus-value, elle se monnaie aussi, donc c'est aussi une meilleure rémunération, des missions plus intéressantes pour vous, donc c'est tous ces éléments-là qui sont aussi, essentiels. Donc le no-code pour moi, c'est pas juste une tendance passagère, hein, c'est clairement une révolution dans le domaine de la création digitale. On peut faire énormément de choses, créer des solutions encore une fois rapides, et avec une agilité juste incroyable. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ce métier, qui moi me passionne. On a aussi dans une autre tendance, donc toutes les métiers autour de la responsabilité sociale des entreprises. C'est forcément aujourd'hui, de plus en plus important. Pourquoi? La RSE, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est une préoccupation normalement centrale, pour les entreprises. Alors, surtout pour on va dire les ETI, les grands groupes. La start-up s'y met aussi, parce qu'il y a forcément beaucoup de pression exercée par les consommateurs, par les investisseurs, par des régulateurs tout simplement. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, une entreprise fait de l'argent, mais l'idée c'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, mais on doit aussi répondre à des enjeux qui sont à la fois environnementaux, sociaux, éthiques» et donc à partir de là comme les entreprises, elles vont être jugées, on a notamment la norme ESG, vous savez, environnementale, sociale et gouvernance, elles se disent: «OK, il faut qu'on agisse par rapport à ça». Donc, on a, je vous partage quelques chiffres. 73 des entreprises du CAC 40 ont des politiques RSE solides selon Deloitte et les actifs mondiaux gérés selon, des critères ESG représentent 30 milliards de dollars, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que ça va forcément, grâce à la pression des consommateurs, grâce à la réglementation qui est un peu plus stricte, grâce à une envie de faire justement des investissements responsables, ça va pousser les entreprises à créer des métiers, en tout cas à recruter sur des métiers qui sont aujourd'hui émergents. Donc on a le responsable RSE et on a le consultant en développement durable. C'est les 2 que j'ai mis en avant. Responsable RSE, donc très tendance forcément, lui, il va coordonner tout ce qui est, stratégie durable pour l'entreprise. Donc par exemple, si on va chez Unilever, le responsable RSE, il va piloter en fait plein d'initiatives avec pour objectif de réduire les émissions de CO2 et de garantir, en fait des emballages, qui soient, 100 recyclables. Alors leur objectif, c'est d'ici 2025, on verra s'ils y arrivent. Donc là, forcément, ça demande quoi? Le responsable RSE, il doit connaître toute la partie régulation environnementale, hein, c'est obligé. Il doit savoir faire de la gestion de projet, il doit maîtriser des outils de reporting. Bon, OK, jusque-là,
c'est quand même assez jouable. Il y a beaucoup de reconversions sur ces métiers autour de la RSE. Parce que finalement, de la gestion de projet et de la maîtrise d'outils de reporting, c'est des choses que beaucoup, ont déjà fait au travers de leur carrière. Donc il y a juste une mini formation des fois à ajouter pour bien être au courant de toutes les connaissances des normes environnementales qu'il faut, qu'une entreprise, prenne en considération si elle veut, justement suivre tout ça. Et le consultant en développement durable, lui, il va justement aider les entreprises à mettre en place, toutes ces, stratégies, respectueuses de l'environnement. Et on prend notamment l'exemple du cabinet Carbone 4, qui accompagne des entreprises comme Orange ou L'Oréal. Et en fait, ils vont évaluer, l'empreinte carbone et l'élaboration de plans pour réduire justement leur impact environnemental. Donc là, on a des compétences autour de l'analyse de l'impact environnemental, du conseil en stratégie, toujours les fameuses normes, hein, ISO. Alors je crois que pour l'environnement, c'est la 14001. Donc ces métiers, ils sont émergents. Pourquoi? Parce que il y a une attente qui est très forte de la part des entreprises. Elles n'ont pas le choix. Elles doivent répondre aux attentes des consommateurs, elles doivent répondre aux attentes des investisseurs et aujourd'hui, c'est aussi, ça fait partie un peu de la raison d'être d'une entreprise, de sa mission, mais aussi de ses engagements envers les personnes qu'elles vont recruter. Donc en fait, elles se disent: «OK, il faut qu'on s'adapte, sinon on va perdre en compétitivité, on va perdre en attractivité». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les recrutements, beaucoup de candidats demandent: «OK, qu'est-ce que vous faites? Comment se passe votre responsabilité RSE? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour réduire votre empreinte carbone? Comment vous faites pour agir sur la diversité et l'inclusion?» Les candidats posent des questions maintenant en entretien, ce qui est tout à fait légitime. On se dit: «On veut travailler pour une entreprise qui a les mêmes valeurs que nous et donc je veux savoir concrètement ce que fait la boîte». Puisque, le recruteur me pose beaucoup de questions, et bien moi aussi je vais lui poser beaucoup de questions. Donc les entreprises se disent: «OK, il faut qu'on agisse». Et puis il y a aussi cette transition, quand même, énergétique et la réduction des émissions, polluantes comme l'empreinte carbone ou plutôt, essayer d'aider les entreprises à passer vers des énergies un peu plus, renouvelables. Et cette urgence climatique, pousse forcément à la fois les gouvernements et les entreprises à aller vers, toutes ces, nouvelles mesures et vers ces nouveaux plans d'accompagnement et vers ces nouvelles stratégies pour, rentrer dans la norme tout simplement et respecter les normes. Donc ces métiers aujourd'hui sont toujours émergents et ils fonctionnent de plus en plus. Et il va y avoir aussi un enjeu autour de, la manière de communiquer sur ces actions qui va aussi être important. Dire: «OK, on fait de la RSE, on fait du développement durable, mais on va être aussi en capacité de communiquer là-dessus». Et donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et puis le dernier, métier, enfin ensemble de métiers que j'avais envie de parler, c'était autour de l'IA forcément. C'est Tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Une technologie qui forcément, révolutionne un peu, et transforme aussi radicalement la manière dont on va travailler. Ça touche tous les secteurs. Ça permet aussi d'automatiser, ça permet d'analyser beaucoup de données, ça permet alors, ce soit, on le voit, hein, dans le domaine de la finance, de la santé, des transports, de la production industrielle. L'IA maintenant est un petit peu partout. Et ce qui est intéressant, alors là, je vous partage quelques chiffres effectivement, il y a selon, PricewaterhouseCoopers, l'IA pourrait, ajouter 15, je sais même plus le lire tellement il y a de chiffres, plus de 15 000 milliards, je pense plutôt, 15 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Donc c'est dire comme il y en a énormément. Et c'est vrai que c'est une accélération, hein, des innovations, technologiques, on parle souvent des réseaux neuronaux, du deep learning, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent tout ça, l'IA conversationnelle, ChatGPT, par exemple, hein, qui vont permettre de résoudre aujourd'hui de plus en plus de problèmes. On a l'automatisation des process. Heu, le World Economic Forum qui prévoit plus de 85 millions d'emplois qui seront remplacés par l'automatisation d'ici 2025, mais 97 millions de nouveaux métiers, nouveaux emplois seront créés. Donc oui, ça en «détruit» entre guillemets beaucoup, mais il y en a des nouveaux emplois qui vont, émerger et notamment dans l'IA. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est la prise de décision. C'est-à-dire que l'IA va analyser des données, des quantités massives de données, le fameux big data, et va fournir des analyses
prédictives qui vont être utilisées justement pour optimiser l'ensemble des process, et dans plein de secteurs. La finance, ça va permettre de peut-être de gérer un peu mieux les risques. La santé, ça va permettre de faire, différemment des diagnostics. Dans l'e-commerce, bah, on l'a vu avec Amazon, ça permet de faire des recommandations personnalisées. Donc il y a énormément de choses qui sont, passionnantes, autour de l'IA. Moi, j'ai voulu aller autour d'un métier, enfin de 2 métiers plutôt. J'ai choisi le machine learning. Alors, il existe depuis quand même un paquet de temps, mais il est de plus en plus en vogue. Pourquoi? Parce que le machine learning, c'est lui qui va du coup concevoir les algorithmes et qui va permettre à la machine d'apprendre de manière autonome. Ce qui va être intéressant, si je prends l'exemple de Tesla, ils vont utiliser des ingénieurs en machine learning pour justement améliorer tous leurs algorithmes de leur voiture autonome. Donc l'idée, encore une fois, c'est de se dire: «OK, la machine va apprendre en continu grâce à des données qui ont été recueillies au moment de la conduite ou des accidents lors de la conduite». Mais l'idée, encore une fois, c'est de se dire: «Bah, OK, on a besoin de l'humain et de la machine pour travailler ensemble et pour, arriver vers ces innovations». Donc là, forcément, en machine learning, on a des compétences en programmation, en mathématiques appliquées, il faut aimer les maths. Sur toute la partie, alors après, on parle de framework autour de la machine learning avec, TensorFlow et PyTorch. Bon, c'est des noms que je ne connais absolument pas. Mais voilà, c'est des en tout cas, aujourd'hui, l'humain qui va aider la machine à apprendre est essentiel et va aujourd'hui être de plus en plus recherché parce que comme l'IA, se développe de plus en plus, bah, ce sont des métiers qui vont être de plus en plus importants. Et puis on a le spécialiste en IA éthique. Je voulais aussi faire une petite aparté sur celui-là parce que forcément, on parle parce que bon, vu qu'on met de l'IA maintenant de plus en plus dans tout, et bien forcément, il y a la question de l'éthique et de la transparence qui est mis en jeu. Et donc en fait, le spécialiste de l'éthique, il va s'assurer que toutes les technologies, qui sont développées et utilisées, et ben elles sont justement, respectueuses des droits humains, elles sont équitables, elles sont transparentes. Et ça, c'est des métiers qui n'existent pas encore dans toutes les entreprises, mais qui commencent un peu à pointer leur nez. Alors c'est souvent dans les grandes entreprises qu'on les voit. On voit des entreprises comme Google et IBM, forcément c'est pas la TPE du coin, qui ont carrément des départements entiers qui sont dédiés à l'éthique, de l'IA, pour justement prévenir tous les biais algorithmiques. Parce que nous, on a nos biais, inconscients et que l'on a de manière, malheureusement, classique chez nous et nous, nos biais, que l'on a et ben, on va les transmettre à la machine et la machine va aussi du coup développer des biais algorithmiques et donc l'objectif, c'est de veiller justement à ce que tous les systèmes que, l'IA, va, développer et ben, respectent aussi un paquet de normes de protection de données et notamment, bah, toute la partie RGPD en fait. Il y a tous les risques éthiques, la compréhension des enjeux liés aux biais algorithmiques et là, pour le coup, on peut même avoir des connaissances quand on est un spécialiste de l'IA éthique en neurosciences pour se dire: «OK, comment je fais pour aider la machine à ne pas être elle-même biaisée par rapport à mes propres biais?» Donc c'est juste, je trouve passionnant. Ça, c'est des métiers qui sont encore une fois en plein essor parce que, bah, l'IA va permettre de rendre des tâches encore une fois plus rapides, plus précises, moins coûteuses, et ça va ouvrir forcément la voie à plein d'innovations. Donc il y a une on parlait d'automatisation et de productivité tout à l'heure et bah, là, on est en plein dedans et puis, bah, il y a l'enjeu éthique et l'enjeu de la régulation, pardon, pas régularisation, régulation et ben, ces questions d'éthique, bah, elles sont importantes, pour, se dire: «Bah, tiens, quand j'utilise de l'IA, est-ce que ça protège bien la vie privée, de mes clients? Est-ce que, j'arrive à gérer les biais dans les systèmes automatisés?» On prend juste l'exemple, hein, pour les biais algorithmiques. On repense tous à l'affaire, Amazon, tout simplement, qui, quand avait lancé une IA pour recruter, et donc bah, les équipes avaient nourri l'IA avec les CV, qu'ils avaient reçus pendant des années et avec les profils qu'ils avaient recrutés et donc l'IA a en fait décelé un biais, mais pour elle, c'était quelque chose qui avait l'air normal puisque l'homme qui a encodé les éléments dans la machine lui a rentré un biais algorithmique et en fait, l'IA a naturellement évincé tous les CV de femmes. Hop!
poubelle. Bah oui, parce qu'en fait, ils se sont même eux ne se rendaient pas compte que, ils recrutaient très peu de femmes et en fait, ils avaient voulu faire une IA pour justement éviter ces biais et en fait, bah, l'IA n'a fait que répéter les biais qu'eux, avaient depuis très longtemps et donc quand ils se sont rendus compte, ils ont dû, bah, réencoder, on va dire, la machine, et donc ces biais-là, malheureusement, ils existent et ils sont très importants, et il faut le prendre en considération quand on travaille avec de l'IA. Donc ça, c'est vraiment des éléments, d'éléments importants. Ça va jusque-là? Tout le monde tient le coup? Moi, j'adore ces sujets, je pourrais en parler pendant des heures. 2e partie, sur un peu le panorama des métiers. On va revenir sur, certains métiers, notamment dans le digital, parce que c'est quelque chose qui, explose de plus en plus. On a notamment les postes de d'UX designer, qui sont des métiers quand même très recherchés. Je prends l'exemple, par exemple, de Spotify. Spotify qui va utiliser des UX designers pour rendre justement, bah, l'application beaucoup plus intuitive, et qui va aider justement les utilisateurs à découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux playlists et l'idée, c'est que ça reste fluide. Donc ça, c'est vous savez, on a sur, Spotify, on a le Daily Mix, ou le Discover Weekly, je crois, qui en fait permet, tous les jours, toutes les semaines, de découvrir des nouveautés basées sur ce qu'on a déjà écouté, sur ce qu'on pourrait aimer et donc l'idée, c'est de dire: «Ah tiens, j'ai envie de découvrir ça, ça correspond bien à ce que j'écoute habituellement, c'est sympa» et en fait, quand on est UX designer chez Spotify, bah, il faut aussi qu'on ait une compréhension des comportements humains, donc des comportements de l'utilisateur. Il faut qu'on ait potentiellement une formation en design thinking. Il faut qu'on utilise des outils pour prototyper un petit peu. Donc là, on peut faire du Figma, du Sketch ou autre. Et qu'on ait surtout des compétences, comme je disais, en comportement humain. Donc c'est toute la psychologie cognitive qui va être très importante. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes UX designer et que vous dites, bah oui, mais moi, du coup, cette compétence sur le comportement humain, sur la psychologie cognitive, je ne l'ai pas, et bah, courez développer cette compétence supplémentaire pour avoir des mains d'or demain pour une future entreprise. On a aussi le community manager. Alors j'ai mis slash créateur de contenu parce qu'aujourd'hui, le community manager d'hier n'est pas le community manager d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Clairement, je vais prendre l'exemple de Nike, qui a un excellent exemple de gestion réussie en termes de communauté. Ils font des campagnes forcément, bah, Just Do It avec des collaborations d'athlètes influents. Et bah, forcément, ça va engager plein d'utilisateurs sur les plateformes comme Instagram, TikTok ou autres. Et ça renforce la présence de l'image. On a l'exemple que j'ai découvert la semaine dernière. Le community manager, je crois, si je ne m'abuse, du magasin, mince, c'est un Leclerc, le community manager d'un magasin Leclerc, je crois que c'est en Bretagne, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. En gros, la ville, elle fait moins de 10 000 habitants, pas une grande ville. Eh bien, le Leclerc de cette ville sur les réseaux sociaux cumule plus de 150 000 abonnés, heu, de followers parce que tout le monde le suit. Parce qu'en plus, c'est un community manager qui a plus de 40 ans et donc c'est souvent assez rare sur les réseaux sociaux de voir un community manager moins de 40, enfin, on a plutôt l'habitude de voir des gens de moins de 40 ans et lui, en fait, il tourne, des vidéos en dérision et il présente les produits, il fait des jeux de mots et en fait, tout le monde adore c'est devenu une célébrité, ce community manager pour ce magasin et ça, c'est clairement un créateur de contenu. Il est plus que community manager, il est créateur de contenu autour de l'enseigne, mais pour promouvoir énormément de choses. Donc tout le monde le suit, même si les gens ne vont pas faire leurs courses dans ce magasin, tout le monde le suit parce que tout le monde adore ses vidéos. Donc là, on est vraiment sur de la création de contenu. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des métiers qui sont en vogue. Donc il faut forcément maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser l'algorithme de chacun de ces réseaux. On est sur de la création de contenu à la fois visuel, rédactionnel, mais aussi avec de la vidéo. Donc il faut maîtriser tous les outils, que ce soit pour gérer les vidéos, gérer la planification des publications. Enfin, voilà, il y a énormément de choses et je pense qu'aujourd'hui, le community manager qu'on payait au SMIC à une époque, juste pour répondre à la communauté, c'est fini. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on est community manager vraiment créateur de contenu, c'est-à-dire qu'on donne vraiment de sa personne pour mettre en avant, une marque, un produit, un service. Et puis, on a toujours, même si, l'IA le remplace un petit peu, il y a le développeur web.
qui, va aussi toujours développer des sites internet, des applications mobiles, ou applications web. Et l'idée, c'est, justement, lui, il va être là pour, accompagner. Alors oui, il a des compétences en langage de programmation. Il a des compétences aussi potentiellement en no code, parce que ça peut aussi l'aider à aller plus vite. Il sait gérer des bases de données, et il sait, aussi optimiser la performance, par exemple, d'un site web, pour que ça aille plus vite, pour que ça charge plus vite, ce genre de choses. Donc, je prends l'exemple, par exemple, d'Amazon. Je reviens toujours avec Amazon. Ils ont des équipes forcément de développeurs web et leur objectif, c'est de s'assurer que le site, il crache pas, quoi. Donc le site, il doit aller vite, il doit être sécurisé, il doit être capable de gérer des millions, j'allais dire des milliers, mais non, c'est des millions de transactions en simultané. L'interface, elle doit être ultra fluide, donc ils doivent forcément bosser énormément aussi avec les UX designers. Donc il y a aussi énormément de liens et de coopération qui sont faits dans ces secteurs. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont pour moi importants. Sur la RSE, il y a 3 métiers que j'ai mis en avant. Il y a effectivement le consultant en développement durable. Je prends l'exemple de chez L'Oréal. Ce consultant, alors eux, ils ont travaillé avec plein de consultants en développement durable. Et leur objectif, c'était justement de réduire leur empreinte carbone de plus de 80% entre 2005 et 2020. Et l'idée, c'était de continuer à développer plein d'autres nouveaux produits. Et donc, ils ont lancé un projet pendant 15 ans qui était juste énorme là-dessus. Donc là, il fallait forcément savoir faire des audits régulièrement des normes ISO. Il fallait être capable d'analyser l'impact environnemental. Donc ça, c'était vraiment important. On a le chef de projet RSE, donc comme je disais, ou responsable RSE, peu importe, qui est très en vogue, qui du coup coordonner tout ce qui permet de changer un peu les performances écologiques et sociales de l'entreprise. On a notamment l'exemple de Schneider Electric. Les chefs de projet RSE, en fait, ils supervisent plein d'initiatives pour réduire la consommation énergétique de l'entreprise. Et leur objectif, c'est justement de développer des solutions énergétiques pour leurs clients. Donc l'idée, c'est comment on arrive à accompagner et à développer des solutions, mais qui vont être efficaces énergétiquement pour les clients, tout en réduisant aussi la consommation de l'entreprise. Donc là, le chef de projet RSE, il va développer des compétences en gestion de projet, en communication aussi avec toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les gouvernements, les ONG. Il doit maîtriser toutes les régulations environnementales, qu'elles soient locales ou internationales. Donc il y a quand même aussi une grosse part de connaissances, mais aussi de gestion de projet qui est très, très importante chez le chef de projet RSE. Et le spécialiste de l'économie circulaire. Celui-là, j'en avais pas parlé avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est très en vogue. Je prends l'exemple de Patagonia. C'est une marque de vêtements durable. Certains peuvent peut-être connaître. C'est clairement un exemple de référence dans la mise en œuvre de l'économie circulaire. En fait, la marque, elle propose des vêtements faits à partir de matériaux qui sont recyclés, et elle va en fait encourager ses clients à recycler ou à réparer les produits. Ils ont un programme qui s'appelle le Worn Wear, pas trop dire bêtises. Donc là, l'idée, c'est que le spécialiste en économie circulaire, c'est il sait comment fonctionnent les déchets. Il connaît très bien la partie éco-conception et il connaît aussi très bien l'analyse du cycle de vie d'un produit, donc sa durabilité, sa toxicité aussi, et comment on peut le recycler durablement, comment on peut en faire un autre usage. Donc ça, c'est aussi de plus en plus des métiers qui apparaissent dans les entreprises. Encore une fois, beaucoup PME, ETI, grands groupes, mais je pense que tout doucement dans d'autres types d'entités, ça va arriver. Et ça demande, encore une fois, beaucoup tous les métiers autour de la RSE, ce sont des compétences autour de ce qu'on appelle la capacité d'analyse. C'est-à-dire que vous devez être capable d'évaluer l'impact des pratiques d'une entreprise, l'impact écologique si possible, des pratiques et environnementales des pratiques d'une entreprise, donc de faire des audits environnementaux, et vous allez être capable de mettre en place des solutions qui vont être pratiques et mesurables forcément, donc un plan d'action en mois, en années pour accompagner les entreprises. Ce qui veut dire que vous avez forcément une connaissance aguerrie quand même de tous les enjeux écologiques et sociaux
Et donc vous maîtrisez forcément toutes les normes environnementales qui peuvent exister. Donc ça, c'est des choses qui sont, pour moi des métiers qui vont prendre de plus en plus de place et de pouvoir demain, dans les entreprises, mais même au sein du gouvernement, dans les ONG, c'est des choses qui vont être très, très sollicitées. Dans les métiers phares de l'IA, on a alors j'ai mis l'accent sur 3 types de métiers, le spécialiste en IA, le data scientist et l'expert en robotique. Pourquoi? Alors, si je prends l'exemple du spécialiste en IA, vous avez notamment une filiale de Google qui s'appelle, DeepMind, qui est célèbre pour avoir conçu des algorithmes d'IA qui sont justement capables, de battre, le meilleur joueur de Go au monde. Donc c'est quand même juste le jeu, je pense, qui est réputé être le plus stratégique et le plus complexe. Et en fait, ça prouve que les algorithmes, sont capables de surpasser l'humain dans certaines tâches. Et donc ça, c'est un métier, le spécialiste en IA qui est capable de programmer, qui est un expert d'algorithme, de l'apprentissage aussi. On parlait justement du machine learning, bah, c'est aussi ça, hein, le spécialiste en IA, il est capable de superviser l'apprentissage de la machine. Et il est aussi capable de rendre son apprentissage autonome. Ça aussi, ça va être important, tout en ayant une vision éthique de ce qu'il fait pour éviter tous les biais algorithmiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est forcément très recherché. On a le data scientist qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Je reprends l'exemple par exemple de Uber, qui utilise les data scientists pour optimiser tous les itinéraires qu'utilisent les chauffeurs et les data scientists vont aussi travailler sur l'ajustement des prix quand vous prenez une course, parce que l'idée, c'est de maximiser forcément les profits de la boîte et de réduire à la fois le temps d'attente de l'utilisateur et pas forcément le temps de route du chauffeur. Donc là, il y a un gros travail sur la programmation qui est faite avec Python ou R, manipulation de bases de données forcément, d'analyse statistique, des outils de visualisation, enfin voilà, tout ça c'est autour du data scientist. Et l'expert en robotique, lui par contre, si je prends l'exemple de l'entreprise de Boston Dynamics, normalement que tout le monde doit connaître, ils ont un robot qui est le robot, je pense, le plus connu du monde. Ils ont notamment un robot qui s'appelle Spot, qui est capable d'assister dans des tâches industrielles, complexes, voire même dangereuses. Et donc, en fait, le robot peut inspecter des sites de construction ou des centrales électriques. Donc, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que là où potentiellement et puis, Boston Dynamics, il travaille aussi beaucoup avec l'armée pour concevoir des robots, pour aider l'armée à franchir des cols ou des montagnes difficiles. Et en fait, tout ce qu'ils construisent, après, tout ce qui est exosquelette, par exemple, notamment qui était au départ pour l'armée et qui maintenant arrive vers la santé. Et donc, l'expert en robotique, il a son rôle à jouer là-dedans, en fait. Donc, c'est des métiers qui, forcément, vont impacter notre avenir et vont impacter aussi votre vision un petit peu du monde qu'on peut avoir. Est-ce que parmi les métiers qu'on a évoqués, est-ce qu'il y en a qui vous disent « Ah ouais, attends, ce métier, j'y avais pas pensé, ça peut être pas mal ». Que me dit Benoît? Ça reste des métiers avec un background très tech, ouais, genre ingénieur et pour des diplômes de business school. La partie RSE, métier business school, la partie même dans le digital, le créateur de contenu, business school sans problème. Donc, l'expert en no-code, business school sans aucun problème. Le côté tech est pas incompatible avec les diplômes de business school pour moi. Même si je pense qu'on devrait développer un peu plus de compétences tech en business school, mais c'est pas incompatible. J'ai vu pas mal d'étudiants en business school aller faire des stages pendant l'été pour justement apprendre à coder et à faire du no-code. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus. La business school, elle va vous apprendre justement la gestion de projet, toutes les compétences interpersonnelles dont vous allez avoir besoin pour collaborer avec tous les services. Elle doit vous apprendre aussi la vision de manière
de manière globale que vous pouvez avoir sur un business. Et après, il y a tout ce que vous pouvez faire à côté. Quelles sont les formations courtes de coding? Vous avez le wagon. Alors, le wagon, maintenant, je pense qu'ils sont un peu plus qu'à Paris, ils sont dans d'autres régions aussi. Mais le wagon fait propose des formations en coding. Et vous avez une formation qui s'appelle le Cube, je crois. Alors, je ne sais pas si ça écrit Cube, C-U-B-E ou Cube avec un K, je ne sais plus, qui est aussi là pour apprendre à utiliser des outils de no-code. J'ai vu passer une formation, je m'y étais intéressée, mais elle coûtait quand même 5 000 euros. Pour apprendre en 400 heures en e-learning, pour apprendre toute la partie no-code, et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors, apprendre à faire un site internet vitrine, par exemple, pour moi, c'est pas forcément du coding, parce qu'il y a tellement déjà, il y a du no-code pour faire du site internet vitrine, Webflow ou autre. Il y a beaucoup de no-code qui peuvent suffire, qui peuvent aider en tout cas pour faire ce genre de choses. Donc moi, je m'intéresserais davantage au no-code, qui, pour moi, si on aime ce côté-là, permettra vraiment d'automatiser et de créer des choses beaucoup plus rapidement. Avec Webflow, on peut faire énormément de choses. Webflow est juste incroyable quand même en termes d'utilisation. Les compétences, du coup, clés pour réussir dans ces domaines, parce qu'il n'y a pas que les compétences. Alors, il n'y a pas que les compétences techniques, on a un peu évoqué, il y a aussi toute la partie soft skills. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir vous dire, bah, tiens, ces soft skills sont recherchés dans ces métiers, ça tombe bien, c'est des soft skills que j'ai déjà. Donc, potentiellement, si je m'intéresse à ces métiers, bah, je vais pouvoir déjà venir avec pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a toute la partie adaptabilité et apprentissage en continu. Je prends l'exemple du développeur web, qui forcément doit apprendre chaque jour et mettre à jour ses connaissances de nouveaux langages ou de nouveaux frameworks, parce que ça, c'est important. L'adaptation, elle est aussi importante pour réinventer un petit peu ses compétences, d'où l'importance de l'apprentissage en continu aussi. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Un data scientist aussi doit également se tenir au courant de toutes les dernières nouveautés, que ce soit en termes de machine learning ou analyse de données. Dans la RSE aussi, on doit s'adapter à toutes les réglementations environnementales. Donc, le consultant en développement durable, il doit suivre aussi de près toutes les nouvelles lois, les standards internationaux, comme les objectifs de développement durable ou les régulations ISO, truc muche, pour justement s'assurer que l'entreprise elle reste bien conforme. Le data scientist, il doit maîtriser les nouveaux algorithmes, les nouveaux frameworks. On parle souvent de PyTorch, pour faire justement la différence entre un projet réussi et un projet qui est totalement dépassé. Donc, l'adaptabilité et l'apprentissage continu. Alors, de base, moi, je dirais que tout le monde devrait développer ses soft skills. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on doit absolument avoir. Si on est réfractaire au changement, clairement, on n'est pas fait pour ces métiers. L'esprit critique aussi, c'est forcément très recherché dans les métiers de la RSE et les métiers du machine learning, parce qu'aujourd'hui, on est là pour résoudre des problèmes qui se disent justement complexes. On doit être capable de prendre du recul, on doit analyser un problème sous tous les différents angles. On doit aussi être créatif, donc c'est comment si on fait face à des contraintes techniques ou des contraintes réglementaires, comment on peut justement, quelles solutions innovantes on peut apporter à ce genre de choses. Donc ça, on doit toujours réfléchir. Le consultant RSE, s'il se dit, tiens, il faut que je réduise l'empreinte carbone d'une chaîne d'approvisionnement tout en maintenant la compétitivité des prix, il faut repenser en fait tout le process de fabrication. Et il faut aussi optimiser toute la logistique. Donc, le consultant RSE, son job, il va être aussi là-dedans. L'expert, on parlait tout à l'heure de l'UX designer, lui, il va faire preuve de créativité parce qu'il doit à chaque fois créer des interfaces utilisateurs qui répondent aux enjeux et aux besoins de chaque utilisateur. Et il faut que ça respecte aussi toutes les contraintes techniques. Donc, son esprit critique aussi, c'est comment je vais analyser les retours des utilisateurs pour itérer et améliorer à chaque fois mes prototypes et pour essayer d'atteindre le produit parfait qui va plaire à un maximum de personnes, en fait.
On a aussi la collaboration et le leadership éthique, que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est important aujourd'hui de savoir collaborer avec des collègues, avec qui ont des profils totalement différents, des développeurs, des designers, des gestionnaires de projets, des data scientists, peu importe. Et en fait, si on parle souvent de raison d'être collective, c'est-à-dire qu'on a un objectif commun quand on travaille dans une entreprise, pour travailler sur un projet. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment j'arrive à collaborer les uns avec les autres? Comment j'arrive à guider des équipes pour que quelqu'un qui, le spécialiste IA, qui doit justement veiller à ce que tout le monde, enfin, qu'en tout cas que l'IA ne reproduise pas les biais algorithmiques, et ben, il doit aussi accompagner ses équipes pour que les pratiques que l'équipe va utiliser, et ben, justement, ce soient des bonnes pratiques, qu'elles soient respectueuses de la vie privée, de la non-discrimination, et que l'IA va pas reproduire ces biais algorithmiques parce que les équipes n'auraient pas fait gaffe, par exemple. Et tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels. La personne qui bosse dans la RSE, et ben, elle doit être en capacité de convaincre toutes les parties prenantes avec lesquelles elle va collaborer, c'est le marketing, la production, les finances, la direction générale, les RH, ils vont collaborer forcément avec un maximum de personnes. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, faites-moi confiance, adoptez telle et telle pratique qui sont quand même respectueuses pour l'environnement, même si des fois elles peuvent sembler coûteuses à court terme, à long terme, voilà les bénéfices pour l'entreprise. Oui, ça vous demande de peut-être modifier votre manière de travailler, mais voilà les raisons pour lesquelles on le fait. Donc, c'est comment j'arrive en tant que responsable de la RSE, pareil, à réunir tout le monde autour vraiment d'un enjeu commun qui est l'environnement, et comment j'amène tout le monde à changer des choses au quotidien, même si tout le monde râle là-dessus. Et donc ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Et pareil, quand on bosse dans le digital, comment on fédère tout le monde, comment on arrive à communiquer les uns avec les autres, comment j'arrive à communiquer avec les développeurs, avec les designers, avec les marketeurs, pour que le projet avance et qu'on respecte le délai, les budgets. Tout ça, c'est des compétences qui sont forcément très, très recherchées, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme qualité? On a aussi tout ce qui est résolution de problèmes et prise de décision, et en fait, vous vous rendez compte que c'est des choses que potentiellement vous avez tous déjà ces qualités et que vous êtes tous capables de le faire. Aujourd'hui, c'est important effectivement de savoir résoudre rapidement un problème, de prendre des bonnes décisions, de savoir, alors que vous avez peut-être la direction générale qui vous met un peu la pression, ça, c'est une compétence très importante. Quand on bosse sur les réseaux, et qu'on gère la réputation d'une marque, et ben, comment on va réagir face à des réponses qui sont, ou des agressivités de personnes sur les réseaux. Il faut réfléchir à la réponse, il faut éviter les dégâts, voilà. L'idée, c'est de veiller à la réputation et l'image de l'entreprise. Celui en IA, il doit pouvoir, quand il se heurte à des anomalies, c'est comment il va éviter les erreurs dans le modèle de la machine. Et le responsable RSE, c'est effectivement comment il va arriver à négocier avec des fournisseurs pour adopter des pratiques plus écologiques, sans forcément augmenter un coût de production ou un coût de transport, par exemple. Et on a aussi toute la partie empathie et intelligence émotionnelle qui sont essentielles. Parce qu'aujourd'hui, si on prend celui de quelqu'un qui est en RSE, c'est l'empathie, ça va lui permettre justement de comprendre un peu les préoccupations de toutes les personnes avec qui il va collaborer. Les préoccupations du dirigeant, des employés, des consommateurs, il doit prendre ça en compte pour arriver à trouver une solution qui va convenir à tout le monde. L'UX designer, il doit être empathique parce que forcément, il va avoir des frustrations, il va être face à toutes les frustrations des utilisateurs. Il peut être face à ses propres frustrations de ne pas arriver à concevoir une solution qui est adaptée. Et donc, c'est se dire, OK, comment je fais? Quelle solution je peux apporter? Alors là, il va travailler forcément sur ses personas pour arriver à modéliser et trouver la réponse idéale. Mais il doit faire preuve d'empathie et d'intelligence émotionnelle pour ne pas prendre les choses au premier degré et pour être dans l'écoute, dans l'acceptation, dans l'échange, dans la bienveillance. Tout ça, c'est des compétences clés aujourd'hui dans tout le débat autour du digital, du numérique, de la RSE, de l'IA. Tout ça, c'est important. Et là, c'est important de se dire, OK, et moi, au quotidien, qu'est-ce que je fais pour vraiment continuer à apprendre et à développer l'ensemble de mes compétences? Qu'est-ce que je mets en place?
Et du coup, transition sur la prochaine partie. Comment on anticipe et comment on s'adapte à tous ces nouveaux métiers? 1, ça va être de déceler, bah, les tendances. Donc là, on va aller sur les réseaux, hein, alors c'est important d'avoir une attitude qu'on appelle proactive, pour justement repérer toutes ces tendances, et pour rester au courant de ce qui se passe. On n'est pas obligé d'en faire un métier. Encore, il y en a plein souvent qui me disent: «Bah, oui, mais moi Amélie, ces métiers, ça m'intéresse pas». Oui, mais ça va certainement impacter le métier que vous faites aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est intéressez-vous, à tout ce qui se fait autour de vous. On parlait justement de digital, de RSE, d'IA, et se dire, bah, ou intéressez-vous à tous ces métiers parce que ça va avoir un impact demain. Donc ouvrez le champ des possibles, pour, que demain quand des changements vont apparaître dans vos métiers, et ben, vous allez être au courant et vous serez beaucoup plus, l'acceptation du changement sera beaucoup plus facile. Donc on a les réseaux, bah, forcément on a LinkedIn, hein, on va pas l'oublier celui-là. On a même X, hein, anciennement Twitter, qui, bah, sont des outils, très bons pour suivre l'actualité d'un secteur et pour rester vraiment à l'affût de toutes les innovations. Donc ça, c'est important. Sur LinkedIn, vous pouvez faire des recherches avec des mots-clés, vous pouvez faire des recherches dans les groupes, vous avez des événements qui vont vous permettre d'être toujours au courant de ce qui se passe. Sur Twitter, vous pouvez suivre des experts comme Neil Patel, qui est clairement un expert en termes de tout ce qui est marketing et automatisation. Encore un petit coup pour HubSpot aussi, qui communique énormément sur toute la partie automatisation marketing et stratégie de contenu aussi, mais vous en avez plein d'autres. C'est aussi l'idée de faire de la veille. Donc vous pouvez faire de la veille avec Feedly, vous pouvez suivre des spécialistes. Alors si vous adorez toute la partie data et IA, bah, vous avez le MIT Technology Review, la Data Science Centrale, qui justement est spécialisée dans toute la partie Big Data News et analyse. Et donc là, vous allez pouvoir lire et découvrir toutes les avancées technologiques d'apprentissage automatique qui peut se faire. Donc là, c'est vraiment pour le coup très intéressant. Et puis vous avez les conférences, bah, Vivatech, le CES de Las Vegas, c'est l'occasion d'aller à Las Vegas, le Web Summit qui a lieu à Lisbonne chaque année, non peut-être pas chaque année, si je crois bien chaque année. Bah, ça c'est des outils, c'est des événements que vous pouvez effectivement regarder. Alors là, c'est des événements qui sont en physique. Vous avez aussi des événements qui sont en virtuel, hein. Vous pouvez suivre que ce soit des webinaires ou des conférences en ligne. Mais vous avez aussi moi, ce que j'adore, j'adore Vivatech, même si je rêve d'aller au CES de Las Vegas, mais Vivatech, vous avez plein de boîtes comme Microsoft, Google, qui effectivement vont montrer toutes les innovations qu'elles ont pu réaliser. Mais vous avez énormément de startups et de PME qui viennent, qu'on ne connaissait absolument pas et qui vous présentent toutes leurs innovations, toutes les technologies qui vont forcément transformer le marché du travail demain, que ce soit autour de la santé, de la logistique, de la finance, tout y est et c'est juste passionnant. Vous avez toujours à Vivatech un jour qui est dédié aux professionnels et un jour qui est dédié au grand public et dans ces cas-là, les billets sont gratuits. Bah, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, hein. S'il y a bien un élément qu'il faut faire, c'est Vivatech et heu et Vivatech. En tout cas, sur la région parisienne, Vivatech est déjà très, très bien. Le CES de Las Vegas, vous pouvez le suivre à distance. Enfin, vous avez, si vous suivez sur Twitter, j'aime pas dire X, ça me paraît toujours bizarre. Sur Twitter, vous avez tous les hashtags et vous pouvez suivre presque l'actualité en direct de ce qui se passe au CES de Las Vegas. Vous avez sur BFM Business beaucoup de reportages sur ce qui s'est fait au CES de Las Vegas. Vous avez des fois des visios qui sont proposés. Enfin, vous pouvez le suivre un peu à distance pour arriver à voir ce qui se passe au CES de Las Vegas. Vous avez beaucoup de startups qui vont au CES de Las Vegas pour arriver à faire du business pour la France, parce qu'en fait, ils ont plus de visibilité en allant au CES qu'en restant en France et en cherchant à réseauter, ce qui est un peu fou. Du coup, parfaite transition pour le réseautage. Bah, le réseautage, il va être important. Alors, LinkedIn, encore une fois, mais vous avez aussi du Meetup, des GitHub, les hackathons, si vous êtes dans la tech, forcément, mais pas que. Vous avez des plateformes pour suivre des hackathons autour de l'économie sociale et solidaire, autour des hackathons autour des RH. Donc, il y a énormément de moyens de trouver. Vous faites une recherche sur Google, hackathon, vous allez voir tous les hackathons qui se propagent. Allez, je vous le fais là en direct. Hackathon. Vous avez un site, bah, c'est Agorize, qui reprend
tous les hackathons qui existent. Hop, je vous le mets dans la conversation si ça vous intéresse. Rise, je crois que c'est .com, qui vous permettent d'aller faire un hackathon. Moi, je l'ai fait une fois ou deux et franchement, c'était juste excellent. Et je suis en tant que mentor pour superviser des équipes. Vous avez des communautés Slack et Discord. Vous avez énormément de professionnels qui vont se retrouver pour échanger, pour partager et pour se tenir au courant de toutes les innovations. Il y a beaucoup d'entraide. Moi, je suis sur pas mal de communautés Slack et Discord, que ce soit en RH, en market, en sales ou autre. Et ben en fait, l'idée, c'est qu'on s'entraide. On a un problème, on n'arrive pas à avancer sur un outil, et ben hop, on a quelqu'un qui vient nous filer un coup de main. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y a le côté aussi mentorat. Vous êtes en poste, vous êtes dans une entreprise, et bien, il y a certainement une personne dans l'entreprise qui peut vous accompagner. C'est-à-dire le mentor, c'est un peu la personne qui a de l'expérience, qui connaît l'entreprise et qui va pouvoir vous aider un petit peu, se dire, bah voilà, si tu développes telle compétence, tu pourrais évoluer de telle et telle manière, qui peut vous partager des informations aussi sur les tendances à suivre et qui peut vous introduire aussi à son propre réseau. Et il va devenir sponsor, sa différence entre le mentor et le sponsor, parce qu'il va parler de vous dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez vous former, parce qu'il vous a effectivement parlé d'un métier ou d'un secteur et vous allez vous former là-dessus, et qu'il y a des opportunités, il peut vous sponsoriser auprès de son réseau ou de l'entreprise dans laquelle il est pour justement vous aider à intégrer ce poste. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait énormément quand on est à l'intérieur d'une entreprise et qu'il faut surtout ne pas hésiter à faire parce que c'est un bon moyen de rester au courant de tout ce qui se passe. Donc encore une fois, c'est comment vous utilisez-vous les réseaux sociaux pour rester informé? Est-ce que quand vous allez sur LinkedIn, quand vous allez sur Twitter, même sur TikTok, vous pouvez rester informé de plein de tendances. Vous pouvez suivre un maximum de personnes qui, dans votre secteur, dans votre métier ou dans les secteurs et métiers qui vous intéressent, vont vous aiguiller pour faire les bons choix. Et puis après, la question que j'ai envie de vous poser surtout, c'est combien de temps vous accordez chaque semaine, c'est pas chaque mois ou chaque année, pour développer aussi votre curiosité intellectuelle. Pour moi, c'est la compétence clé de demain, c'est cette capacité à suivre les tendances, à innover, à accepter le changement, à le voir comme étant une opportunité et c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour me former et pour rester curieux et pour savoir ce qui se passe, dans ce monde, qui n'est peut-être pas le mien?» Je suis pas tech, moi, à la base, pas du tout. Et pourtant, je me dis: «J'aimerais bien apprendre à coder», même si je sais qu'il y a du no-code qui peut faire énormément de choses, mais je me dis: «Tiens, c'est quelque chose qui me tenterait bien quand même d'apprendre deux-trois petits trucs, des bases, pour voir si c'est quelque chose qui pourrait me plaire». Et donc l'idée, c'est de se dire: «OK, j'apprends, je teste, j'essaye de je suis des cours, je suis des». Vous avez alors vous après pour les plateformes, vous en avez plein, hein, d'ailleurs, j'allais vous les mettre, mais c'est le sujet suivant. Comment on va justement adapter un peu son parcours. Vous avez les formations continues, la partie certification en ligne aussi. Donc les MOOC, vous avez Coursera, edX, Udemy, LinkedIn Learning. Moi, je suis pas mal sur edX et Udemy, où vous pouvez suivre énormément de formations. Udemy, vous avez des formations pour 15 € qui sont juste incroyables. Et sur edX, vous pouvez suivre des formations. Moi, j'en ai suivi une gratuite qui était de Harvard, un cours de Harvard. J'ai suivi un cours de Harvard. Heureusement qu'il y avait les sous-titres, parce que c'est pas toujours évident, mais qui était justement sur le comment collaborer avec des personnes qui sont en full remote partout dans le monde. Et ben, comment améliorer la collaboration et l'échange avec l'ensemble des collaborateurs qui sont en full remote. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui est passionnant. Et ben, hop, je l'ai suivi. Je n'ai pas demandé la certification, sinon alors je pouvais payer, je crois que c'était 300 €. Mais dans l'absolu, je me dis, je veux juste découvrir, apprendre quelque chose. Et donc, c'est combien de temps je m'octroie par semaine? Est-ce que c'est 1 heure ou 2 heures, une matinée, en me disant, ce temps-là, c'est pour moi, c'est pour apprendre, c'est pour mon plaisir. Parce que ça doit être un plaisir d'apprendre et de découvrir plein de choses. Quand j'étais manager, j'obligeais
c'était malheureux de dire ça, mais j'obligeais mes équipes à apprendre. C'est-à-dire que je leur disais: «Il faut prendre du temps pour apprendre des nouvelles choses et même des choses qui ne sont pas dans votre scope aujourd'hui, à l'instant T, qui ne sont pas dans votre métier. Intéressez-vous à des choses qui ne sont pas aujourd'hui, liées à ce que vous faites». C'est-à-dire peut-être autour de la finance, autour du business, autour de la santé, peu importe. Intéressez-vous à d'autres choses. Parce que ça va aussi travailler quand on travaille sa curiosité intellectuelle, c'est à la fois son intellect, mais aussi sa curiosité. C'est-à-dire qu'on va faire le lien, du coup, entre ce qu'on apprend, ce qu'on est en train de faire, entre ce qu'on entend à la télé ou ailleurs. On fait le lien entre plein de choses beaucoup plus rapidement et du coup, on est beaucoup plus, réactif au quotidien à tout ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui, pour moi, sont importants. Vous avez, si vous voulez, des certifs, vous avez les certifs de Google, vous avez GrowthTribe aussi, qui est une start-up, une plateforme de formation, où vous pouvez vous former, du coup, au growth marketing, ou au growth hacking. Moi, j'ai suivi une formation comme ça pendant, 2 mois avec eux, pour justement avoir toutes les bases du growth marketing. En me disant: «Bah, OK, maintenant je sais analyser des données, je sais scraper des données, je sais itérer des idées, je sais, voilà, il y a plein de choses que je sais faire parce que je trouvais ça juste passionnant d'apprendre et j'ai pris sur mon CPF et banco, j'ai suivi la formation. Et l'idée, c'est de se dire: «OK, il faut, et c'est vraiment important de bien s'entourer, de bien s'accompagner, enfin, c'est pour soi, en fait, qu'on le fait, pour son plaisir et pour, son futur aussi». Qu'est-ce qu'on a? L'importance du coup de l'auto-formation et de l'adaptabilité, hein, pour moi aujourd'hui, c'est, des éléments importants. Vous avez les tutos, hein, vidéo, vous pouvez aller sur YouTube si vous voulez, il y a pas de souci, TikTok, lisez, podcastez, ce que vous voulez, inscrivez-vous à des newsletters. Vous avez, pour tous ceux qui aiment le développement web, c'est vrai que vous avez plein de tutos sur YouTube, mais vous avez aussi la plateforme, c'est, Free Code Camp, Free Camp Code, Free Code Camp, je vais arriver à le dire, qui, vous permet justement d'apprendre à vous former un petit peu au code. Et aujourd'hui pour moi c'est juste essentiel, quoi. Et puis, l'adaptabilité, effectivement, c'est, quelle est votre aversion au changement? Si vous avez peur du changement, si vous n'aimez pas changer vos habitudes, c'est important que vous appreniez à moduler ça en disant: «OK, le changement, il est inévitable, donc c'est comment je mets en place des stratégies pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi de changer des choses, d'accepter le changement». Ah voilà, quelle stratégie avez-vous mis en place pour vous adapter au changement de votre secteur, de votre métier? Parce qu'un jour, on va venir, toquer à votre porte en disant: «Ton métier n'existe plus» ou «Le secteur d'activité est en train d'être transformé, il est en train d'être disrupté et ton secteur est ubérisé» et vous allez tomber des nues, vous allez râler après la terre entière et là, je vous dirais: non, en fait, ça fait un moment que vous le savez, mais que vous êtes mis des œillères. Il faut anticiper et il faut vous y préparer et c'est comment vous pouvez accompagner ce changement pour que ce soit fait, dans le plaisir et non pas dans la douleur. Ça, c'est vraiment des éléments essentiels et je terminerai, là-dessus. C'est, vous ne subissez pas l'avenir, vous le façonnez. Soyez les architectes du changement et transformez les défis en opportunités. Je vous ai dit que j'étais une éternelle optimiste. Hem et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est important. Vous êtes le créateur du changement de demain et donc si vous observez les révolutions, si vous en faites partie, si vous prenez, part à ces changements c'est quelque chose qui est important parce que les technologies, elles sont là. Hem, il y a des modèles économiques à réinventer, il y a des défis écologiques aussi à prioriser aujourd'hui dans notre quotidien et tout ça nous amène à mettre en place et à créer des instruments du changement justement et on a cette possibilité aujourd'hui d'utiliser tous ces outils, pour façonner un avenir qui va être beaucoup plus durable, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus créatif. On est, sur une phase où le changement est, faut pas le voir comme une menace, hein, mais plutôt comme une passerelle vers des horizons nouveaux, vers un monde où, oui, tout va plus vite, mais où, justement notre capacité à apprendre, notre capacité à innover, notre capacité à nous adapter, c'est ce qui va nous distinguer justement de, ceux qui réussissent et de ceux qui restent à la traîne. Et chaque compétence que vous allez, développer, qu'elle soit technique, comportementale, c'est une pierre en plus que, vous mettez pour créer une solution à tous les défis que vous allez rencontrer, et qui vont donc se transformer en opportunités.
En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire, de vraiment de voir chaque nouveau métier, chaque nouvelle technologie, pas simplement comme une opportunité de carrière, mais vraiment comme un levier pour faire la différence. Je vous dis, là, en fonction de votre métier, si vous apprenez à faire du no-code, si vous vous intéressez à la partie si vous êtes, RH et que vous vous intéressez au RSE, si vous êtes dans le marketing, vous vous intéressez au RSE, ben, peu importe que vous soyez, passionné d'une techno ou un fervent défenseur, de l'environnement, vous avez aujourd'hui vraiment les clés en tout cas pour, changer et résoudre plein de problèmes et inspirer plein d'autres personnes et faire vraiment, enfin beaucoup de changements. Comme je dis, ouais, l'avenir est entre nos mains en fait et c'est les idées qu'on va avoir, c'est les actions qu'on va mettre en place, c'est les choses qu'on va faire avec passion qui vont vraiment, redéfinir les règles du jeu et il faut mieux que vous puissiez vous les façonner ces règles du jeu plutôt que de les subir. Donc c'est à nous, enfin c'est à nous, c'est à vous, c'est de construire vraiment l'avenir qu'on a envie d'avoir, et avec ambition, avec éthique, c'est important et avec audace parce que l'audace, c'est ce qui peut nous pousser à aller très loin. Heu, la seule constante dans ce monde qui bouge très vite, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et dans lequel vous allez, jamais vous ennuyer. En tout cas, c'est, vraiment ce que je vous souhaite, dans votre aventure à la fois personnelle et professionnelle, qui s'ouvre à vous parce que, comme c'est marqué: «You're never too old to» et à vous de choisir la suite. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste encore quelques minutes, j'y répondrai avec grand plaisir et sinon, on se retrouve sur LinkedIn pour ceux qui auraient des questions par la suite. N'hésitez surtout pas.